Bonsoir à vous, les chers abonnés de Sport Beats Media maintenant. Avant c'était la VAR 221, maintenant c'est Sport Beats Media. On a changé le concept de la page et c'est pour ça que le logo a changé aussi. Là on revient avec un nouveau concept et c'est bien que vous soyez là. Comme ça on va vous expliquer plus en détail le concept. Ah, il y a Tafa qui est là. Bonsoir à toi, Tafa. Je te lance l'invitation tout de suite si tu es d'accord. J'attends Aziz. Normalement, il doit arriver. Et l'invité, j'espère qu'il sera présent parce qu'il a eu un peu de retard. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live sur cette page. Là, on revient en force. Et voilà, il y aura des lives et plein d'autres surprises encore qu'on vous dira. D'accord, Tafa, il n'y a pas de problème, hein. Dès que tu es disponible, voilà, tu me dis, je te lance l'invitation. Voilà, donc comme je disais, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau, hein. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live ici, mais on sera amené parfois à en faire. Et les lives qu'on va faire justement, bah, on va les retrouver sur notre chaîne YouTube Sport Beats. Voilà, Aziz, je vais t'envoyer l'invitation. Comme ça, tu vas pouvoir te connecter. Voilà, Aziz, normalement, ça y est, je t'ai envoyé l'invitation. Non, voilà. Ah, bah, voilà. Bonsoir Elage. Bonsoir à toi, Aziz. Comment ça va? Ça va bien, ça va, alhamdulillah. Et à Paris? Ouais, ça va, alhamdoulilah. On est un peu J'espère fatigué, mais ça que fatigué et abattu. va. Ah J'espère oui, que pas trop franchement, abattu par la défaite quand même. j'ai été abattu parce que vraiment, je m'attendais pas à une défaite quand même pour un premier match de Coupe du Monde. Surtout Mais après bon, la prestation qu'ils ont fournie. voilà, oui, ils ont fourni une bonne prestation parce qu'ils ont été D'accord. solides, ils ont été au rendez-vous, hein, Mhm. mais C'est vrai qu'ils ont fait un match très costaud, ouais, mais voilà quoi. Le haut niveau aussi, c'est comme ça, hein. Et surtout, c'est il faut plus de consistance devant. Surtout ça. voilà. C'est surtout ça, ça nous a manqué un peu offensivement. Mhm. Et bon, on sait que sur les matchs de compétition, ça se joue à des détails près. Mhm. Et on l'a vu encore ce soir avec le résultat, hein, ça s'est joué à peu de choses. Mais après, l'équipe qu'on avait en face aussi, elle a beaucoup d'expérience. Donc, elle a l'expérience de ce genre de compétition. Donc, ça s'est joué à l'expérience pour moi, le match. Oui, c'est ça aussi, certainement, on abordera Mais on aborde le cela, sujet voilà, plus en en long et en détail large. voilà, au cours du live, mais on a même vu qu'en fait, par rapport à ce qu'on annonçait, en tout cas par rapport aux Pays-Bas, la manière dont cette équipe-là joue et la Oui, manière même dont elle a joué ces derniers matchs, on a vu qu'elle a changé un peu sa manière de jouer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, oui, moi, j'ai vu une équipe des Pays-Bas qui parfois joue le plus souvent en contre-attaque oui. et non pas en attaque placée. Bah, en fait, Donc, ils ont beaucoup joué en transition rapide, en fait. mhm. C'est ce que j'ai remarqué Donc, c'est aussi. ça, c'est ça, effectivement. Dès la perte du bal, il jouait en transition rapide. Ouais, Donc, ouais. au lieu de faire des attaques placées, il jouait plutôt en contre. Et ça, c'était surprenant. Mais ils ont été quand même un peu gênés aussi par le pressing et tout. Oui, Si, parce que franchement, moi, j'ai été impressionné quand même que physiquement, ils aient tenu parce que ils ont débauché, ils ont une grande dépose d'énergie et à chaque fois, ils ont été au taquet, surtout chez Kouyaté. Il a été très précieux dans son rôle qui est le sien et sa sortie nous a été très préjudiciable. ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai que le pressing était très coordonné. Et je crois que même le positionnement de Ganegay aussi, voilà, a eu une conséquence aussi par rapport à ça. Il a eu une position très stratégique. Que Ouais, ce soit voilà, quand on avait le ballon ou bien même quand on perdait le ballon. En général, c'était lui-même le premier qui allait au pressing. Donc, au je crois que pressing, ouais. voilà, c'est pourquoi même certainement on va aussi en parler. Et on en profite aussi pour s'excuser un peu par rapport aux internautes, hein, par rapport un peu au retard du démarrage du live. On était un peu en train de coordonner avec les invités.
Donc, il y a le journaliste de la RTS, Moustapha Sadio, bon, qui sort juste de studio. Voilà, il était en direct sur le plateau de la RTS. Donc, c'est pourquoi Et donc, c'est pour ça que, voilà, on a eu un peu de retard. le live en cours, il y a aussi notre invité, l'envoyé spécial du quotidien Walfadjri, Pablo Mindour, qui est actuellement à Doha, au Qatar. Mais voilà, on sait que eux aussi, c'est pas évident. Il y a les papiers qu'il faut écrire pour l'édition de demain. Donc voilà, on était en train de coordonner voilà, tout ça. C'est pourquoi on a pris un peu de retard. Mais on espère que les deux vont nous rejoindre rapidement. Il y a même Pablo Min qui m'appelait. Voilà, c'est lui qui m'appelait même. Certainement, il sera prêt à rejoindre le live. D'accord, bah, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est prêt, et, il nous fait signe, il nous écrit sur Instagram et moi, je lui envoie l'invitation directement aussitôt, quoi, pour qu'on puisse commencer. Effectivement, Et, euh, effectivement, et ta femme nous effectivement, rejoindra en cours de route, il n'y a pas de problème. effectivement, effectivement. Sinon, certainement, en attendant, justement, comme on l'a dit, hein, l'arrivée de Pablo Lamine et de Moustapha. Donc, on va parler de ce match entre le Sénégal et la Hollande. C'était un match très, très, très attendu. On a vu que, bon, déjà, par rapport au système de jeu, Aliou Cissé a cherché à densifier et à sécuriser son milieu de terrain. Et on avait une très bonne organisation. Hein. Franchement, il faut le dire, on avait une très bonne organisation. On a beaucoup gêné cette équipe des Pays-Bas, qui, comme je le dis, je ne sais pas s'ils ont joué contre nature ou bien si Van Gaal avait préparé cela, mais on s'attendait, comme on a dit, à ce qu'ils aient la possession de balle, à ce qu'ils aient des attaques placées et tout, mais ils ont plutôt joué en contre. Donc, on a vu que le pressing du Sénégal les a beaucoup gênés. Et ce milieu terrain-là, comme tu le disais, avec Cheikhou Kouyaté, bon, je dirais pas, qui a fait du marquage individuel sur De Jong, mais en tout cas, il ne l'a pas, il ne l'a pas voilà, laissé jouer comme sur un plateau. Et ce pressing-là voilà, était vraiment important. Maintenant, ce qu'on a noté aussi, c'est que devant, ça manquait un peu de tranchant. On a vu Ismaël Sarr qui a tenté. Voilà, maintenant, à côté, comme par exemple sur le côté droit, le match était un peu plus compliqué pour Krépin Diatta. Le match était aussi difficile pour Boulaïdia. Mais lui, à sa décharge, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup d'appels, mais parfois il n'était pas servi en première intention. Parce que parfois les attaquants ont besoin d'être servis, voilà, justement en première intention. Et quand le ballon basculait un peu à droite sur le côté de Crépin, ça retardait un peu le jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je pense que bon, le milieu de terrain, il a mis 3 milieux défensifs, pardon. Mais bon, la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, il faut toujours avoir au moins un milieu de terrain qui puisse alimenter les attaquants de devant de bons ballons. Et c'est ça qui nous a manqué un peu, c'est que les trois milieux, ils étaient bons dans le pressing, dans la récupération. Mais après, une fois qu'ils ont récupéré le ballon, pour se projeter offensivement ou ouvrir des brèches ou faire des passes qui cassent les lignes, on n'avait pas cette qualité-là parce que c'est pas leur qualité première. Et je pense que pour les trois de devant, le match il a été compliqué à ce niveau-là parce qu'ils n'ont pas reçu de bons ballons. Et quand tu n'es pas alimenté en bons ballons, c'est compliqué pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire, avoir des situations de but et pour pouvoir tirer au but tout simplement. Oui, oui ça aussi c'est vrai. Sinon, on a vu justement, même quand Crépin est sorti, bon, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient aussi peut-être à la rentrée de Iliman Ndiaye. Mais il y a Oui, Nicolas Jackson, voilà, il y a Nicolas Jackson qui est entré. Et le paradoxe avec lui, c'est que justement, lors des matchs amicaux face à la Bolivie et face à l'Iran, on ne l'a pas vu à l'œuvre. Mais aujourd'hui, il a été lancé dans le grand bain de la compétition pour un premier match de Coupe du Monde. Et ça a été une entrée difficile pour lui aussi. bah, tu sais, c'est pour une première sélection, entrer dans un match avec un tel contexte, ça peut paraître compliqué parce que tu sais que déjà tu as très peu de temps pour faire la différence. Et surtout, quand ton équipe, parce que je pense qu'il est rentré à une période où le Sénégal commençait à subir un peu. Donc c'est vrai que c'est pas une rentrée évidente vraiment pour lui. Et je pense que voilà, c'est une entrée un peu décevante, mais il aura l'occasion, je pense, à l'avenir
de prouver sa valeur et d'avoir l'occasion de nous montrer ce qu'il vaut en fait. C'est pour ça que je ne vais pas trop le blâmer parce que le contexte aussi est difficile. Non, effectivement, justement, c'est ça, c'est que pour lui, c'est pas évident pour lui. C'est-à-dire peut-être que s'il avait eu du temps de jeu avant, comme on l'a dit, hein, lors de ses premières convocations, donc lors Ouais. des matchs amicaux voilà, face à l'Iran et face à la Bolivie, il aurait pu un peu s'aguerrir, s'intégrer, voilà, connaître un peu ses coéquipiers et tout ça. Mais comme on dit, là, on le lance dans le grand bain et ça n'a pas été évident pour lui. Maintenant, pour Iliman Ndiaye aussi, il va falloir attendre un peu parce que dans ce genre de match-là, on attendait aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il reste aussi deux matchs face au Qatar et à l'Équateur. On espère qu'en tout cas, peut-être que sur ces matchs-là, voilà, on osera, il y aura beaucoup plus d'audace, en tout cas, beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de percussion devant. Bah, je pense que Aliou Cissé ne va pas reconduire le même 11 hein, que contre les Pays-Bas parce qu'on sera dans l'obligation de résultat après le match perdu. Et il faudra avoir un milieu créatif et offensif qui puisse alimenter les attaquants qui joueront lors de ce match-là. C'est primordial parce que non seulement il va falloir gagner, mais aussi si on a l'occasion de soigner le goal average, il ne faut pas s'en priver. Parce que si on gagne, il faut voir aussi les résultats de l'Équateur, mais je pense que ça va jouer au troisième match. Et lors du troisième match, le goal average peut avoir son importance aussi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Maintenant, si on parle aussi un peu coaching, on voit qu'à l'UCC, bon, il y a eu deux changements qui, on va dire, ont été forcés avec les blessures de Abdou Diallo et Ouais. de Cheikhou Kouyaté. Mais il y a eu aussi ces deux autres changements-là, comme on l'a dit, les entrées de Nicolas Jackson et de Bamba Dieng, qui n'ont pas vraiment voilà, eu peut-être ce qu'on escomptait. Ça n'a pas, ça, bon, Bamba Dieng a eu peut-être deux situations, l'occasion qu'il a un peu avec le pied gauche et la tête. Mais Oui. voilà, Nicolas Jackson, on vient de parler de lui, donc on a vu que le coach n'était pas très bien inspiré pour ces changements-là. Bah, en fait, Aliou Cissé, il a fait un coaching par défaut parce qu'il est obligé de remplacer les blessures, comme tu l'as dit, de Diallo et de Kouyaté. Après, j'ai bien aimé quand même l'entrée de Ismaila Jacobs parce que lui, quand il est rentré dans un contexte pas facile aussi. Et dès qu'il est rentré, il s'est mis dans le bain, il s'est mis dans le match direct. Il a fait des interventions de très grande qualité. Et ça, c'est à souligner quand même. Par contre, Bamba Dieng, moi, j'ai pas compris vraiment le changement d'Aliou Cissé d'avoir remplacé Boulaïdia par Bamba Dieng. Parce que justement, Boulaïdia, il pouvait être ce lien qui pouvait jouer en pivot et qui pouvait permettre au bloc de remonter pour pouvoir proposer du jeu. Bamba Dieng, on sait que c'est pas ses qualités. Lui, c'est un attaquant rapide. Dès qu'on va lui donner le ballon, lui, il va jouer dans la profondeur. Mais pour qu'il puisse jouer en profondeur, il faut justement que un des milieux de terrain, il soit technique et qu'il sache faire des passes. Et c'est justement ça aussi qui nous a manqué. C'est pour ça que j'ai pas trop compris le coaching d'Aliou Cissé concernant Bamba Dieng. Et ça nous a porté préjudice hein, pour le match parce que Bamba Dieng, il a eu deux situations notamment celle avec Ismaël Assar, où Ismaël Assar rentre, je ne sais pas si tu te rappelles, Ouais, il ouais, rentre c'est là où il tire avec le pied gauche. avec le pied gauche, alors que Effectivement. il pouvait faciliter le 1-2 parce qu'Ismaël Assar, il lui remet et il part dans le dos du défenseur. Mais Bamba Dieng, il n'a pas su lire le jeu et il a tiré. Donc je pense que voilà, son entrée, elle n'a pas été concluante, mais quand tu as ce type de joueur-là dans ton équipe, il faut l'alimenter parce que si tu n'as pas de joueur à côté de lui pour l'alimenter, c'est difficile pour qu'il puisse se créer des occasions de but. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi hein, par rapport à la remarque que tu as fait sur l'entrée de Jacobs. C'est vrai que déjà, lui c'était pas évident pour lui sur le plan psychologique parce que voilà, avant le match, il y a eu beaucoup de bruit autour de son nom. Donc C'est ça. voilà, à un moment même, on ne va pas dire qu'on l'a annoncé forfait, mais Oui, il était quand même, voilà, il était quand même très incertain et on l'annonçait même forfait pour ce premier match-là. Finalement, à ouais. la dernière minute, juste avant le début du match, on apprend qu'il est qualifié. Et il y a Abdou Diallo qui se blesse. Et donc, lui qui peut-être sur le plan psychologique n'était pas préparé pour jouer, doit faire cette entrée-là. Et comme tu dis, il a fait une entrée intéressante et c'est lui-même en fait qui à chaque fois permet même à Ismaël Sad de pouvoir décaler, comme tu dis, Bamba Dieng.
et de pouvoir décaler aussi Idrissa Gana Gueye sur la frappe là, que repousse le La frappe. gardien. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui propose une solution de dédoublement. Et là, en fait, voilà, il y a Iso, il fait mine de lui passer le ballon, mais après, il choisit de rentrer dans l'axe et de faire ces deux passes-là qui pouvaient, c'est vrai, découler sur deux buts. Donc voilà, c'est vrai que voilà, il a fait une entrée très intéressante. Et je voulais aussi qu'on parle du positionnement de Gana Gueye. Parce qu'aujourd'hui, il a on va dire que c'est un rôle box-to-box qu'il connaît. Mais aujourd'hui, voilà, c'était encore plus évocateur, quoi. Parce que même sur le pressing, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui allait en premier. On avait parfois Boulaye Dia qui coulissait un peu à gauche et Crépin Diatta qui fermait son côté. Mais sur l'axe, c'est lui en général qui sortait sur De Jong pour empêcher un peu les premières relances. Et on l'a vu aussi à la projection dans la surface adverse, être vraiment à la conclusion déjà de la passe d'Ismaël Sarr lorsqu'il frappe. Il y a même un centre sur lequel n'arrive pas à bien se placer Crépin Diatta, mais sur ce centre-là aussi, c'est lui qui avant est à la réception et il tente de faire une déviation. Donc il y a eu ce rôle-là qui a été très intéressant aussi pour Gana Gueye. Oui, c'est vrai que Gana Gueye, dans la projection, de toute façon, moi j'ai toujours dit son meilleur poste, c'est quand il est face au jeu et quand il peut se projeter parce qu'il a cette qualité de percussion. Et, euh, et quand il l'utilise à merveille, bah, ça aide vraiment l'équipe. Sur ce match-là, il a eu, comme tu l'as dit, quelques situations intéressantes. Dommage que ça n'a pas abouti, mais je pense que lors du prochain match, je pense que si Aliou Cissé le maintient dans son 11 de départ et qu'il le maintient à ce poste-là, bah, ça peut apporter des solutions pour, pourquoi pas, l'attaquant qui va jouer devant ou bien l'ailier qui sera à ses côtés. Après, bon, maintenant, Elzo, on va évoquer un peu les pépins, hein. On ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure. Mais voilà, là, l'infirmerie bon, risque de se remplir un peu. Bon, on attendra un peu pour en savoir plus sur l'état de santé de Abdou Diallo, de Cheikh Kouyaté, tous les deux qui sont sortis. Et même aussi de Pape Abdou Cissé qui a reçu une alerte, mais lui, il a pu continuer quand même le match. À ces cas-là, vient s'ajouter aussi le cas de Fodé Ballo-Touré qui a dû déclarer forfait pour ce premier match. On ne va pas rajouter le cas Sadio Mané, on en a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, l'infirmerie ne se désemplit pas, au contraire. Ça nous rappelle un peu, même si les circonstances étaient différentes lors de la Coupe d'Afrique avec les cas de Covid. Mais là aussi, surtout côté défense, surtout la défense commence à la défense est dégarnie, hein. Donc, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour Aliou Cissé, mais on espère qu'il va les récupérer au plus vite. Mais en tout cas, ces blessures-là qui s'enchaînent, c'est peut-être pas une surprise aussi, parce qu'on sait que voilà, on a une Coupe du Monde très particulière qui est insérée au milieu d'une saison. Donc voilà, Exactement. certainement, donc voilà, donc les pépins vont certainement continuer. Oui, c'est d'autant plus regrettable parce que, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'on a une Coupe du Monde en pleine saison. Mais aussi, c'est pas n'importe quel joueur qui se blesse, c'est des titulaires en puissance. C'est des leaders pour un Abdou Diallo qui fait partie pour moi des leaders de cette équipe. Et voilà, que des joueurs comme lui, comme Cheikhou Kouyaté, sans parler de Sadio Mané, de Balo Touré, de Bounassar, et l'absence de Saliou aussi, même si c'est pas pour blessure, ça fait quand même beaucoup pour cette équipe du Sénégal. Mais je pense que quand même, malgré ces absences-là, ils ont quand même des joueurs de qualité comme Ismaël Jacobs qui l'a prouvé lors de son entrée. Et pour Cheikh Kouyaté, au milieu de terrain, il y a aussi du beau monde, hein. Il y a Pathé qui peut jouer. Tu as Pape Gay qui a fait une bonne entrée. Tu as, comment il s'appelle Tu as Pape Matar aussi, même si c'est pas vraiment le même poste, mais ça reste un milieu de terrain. Donc je pense que Aliou Cissé, il a quand même du choix. Et après, c'est à lui d'utiliser ses cartouches, hein. C'est à lui de savoir lire son effectif en globalité de faire confiance aux joueurs qu'il faut. Parce qu'il y a de la qualité même dans cette équipe. Il y a à lui d'utiliser son réservoir, en fait. Ah ouais, c'est pourquoi tout à l'heure même on parlait des joueurs comme Iliman Ndiaye, parce que on sait que par exemple aujourd'hui, si on parle un peu des attaquants qui sont les plus en forme dans cette équipe nationale du Sénégal là, on va citer le nom de Iliman Ndiaye, voilà, qui est le meilleur buteur de la deuxième division anglaise.
Et voilà, donc on a vu aussi que dès les premières secondes du match, hein, que la paire Virgil van Dijk et De Ligt dans la défense des Pays-Bas, voilà, ça sentait pas l'assurance tout risque, il n'y avait pas cette sérénité-là. Et donc c'est pourquoi on regrette un peu ce manque de punch, on va dire, devant, ce manque de percussion. Et peut-être, voilà, des joueurs comme Iliman Ndiaye, et Iliman Ndiaye aussi, on connaît un peu son profil. C'est quelqu'un qui sait dribbler, qui peut éliminer des adversaires, qui peut, voilà, s'intercaler dans les intervalles et puis faire des pas décisifs aussi ou bien marquer. Donc voilà, on aurait eu besoin peut-être de ce genre de profil-là. Ben, moi, je pensais que Aliou Cissé allait le faire rentrer au cours de la rencontre, mais je pense qu'il a dû revoir ses plans à la baisse parce qu'il a dû faire deux changements forcés déjà. Donc, à partir du moment où il a eu à faire ces changements-là, je pense que ça a perturbé peut-être son plan d'action et ça a empêché justement l'entrée d'Iliman Ndiaye. Mais comme tu l'as dit, franchement, moi, pour avoir regardé les matchs de Sheffield cette saison, et pour avoir vu ses qualités, franchement, je pense qu'il peut beaucoup apporter à cette équipe. Parce que comme tu l'as dit, il a cette qualité de passe, il a cette qualité de dribble. Et aussi, je pense que il a l'air d'être quelqu'un de très motivé. Et tu sais, des fois, il y a des jeunes joueurs qui arrivent comme ça, tu les lances dans le bain, ils ont l'insouciance, ils ont pas la pression, ils sont insouciants, ils ont qu'une seule envie, c'est de bien faire. Et quand je te dis ça, bah, ça me rappelle le cas de Franck Ribéry avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006, où il partait pas titulaire du tout. Mais il est arrivé, il a fait ses matchs amicaux, petit à petit, il a fait son trou et il est devenu un titulaire en puissance lors de cette Coupe du Monde parce qu'il avait cette fougue. Il avait cette fougue et cette insouciance. Et je pense que Iliman Ndiaye, il peut apporter ça à l'équipe parce que il a envie, il n'a pas la pression. Lui, il veut jouer seulement. Il veut qu'on lui donne sa chance et il veut jouer. Après, je pense que même s'il ne le dit pas parce qu'il vient d'arriver dans le groupe, ça fait pas longtemps qu'il est dans l'équipe, mais je pense qu'il doit être un peu frustré de ne pas pouvoir apporter ses qualités parce qu'il doit se dire, voilà, je suis capable d'apporter à cette équipe, je vais patienter, mais le jour où le coach il va me donner ma chance, et ben, je vais la saisir. Ah, Tafa, ouais, Tafa, je t'envoie tout de suite. Ça y est, c'est fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, comment ça va? Ça va bien. J'espère que tu... Désolé pour la voix, elle va revenir normalement. C'est juste une question de secondes en fait. Ouais, t'as l'air fatigué un peu. Non, il n'y a pas de problème. Comme je disais tout à l'heure, hein, il était en studio à la RTS. Ouais, ouais. Voilà, il vient de sortir d'un plateau en direct, donc voilà, on le comprend, hein. Ouais, moi, je le comprends parfaitement. Je sais que Tafa il travaille beaucoup. Et en plus, voilà, il essaie de se rendre disponible et c'est très bien. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. J'ai suivi à peu près quand même le débat depuis le tout début. Je pense n'avoir rien raté en fait. C'était de haute facture. J'espère que les abonnés de Sportbits TV ont apprécié. Oui, malgré que, bon, peut-être c'est l'heure tardive, ils sont pas assez nombreux, mais c'est pas grave. De toute façon, Effectivement. ils auront Ouais. l'occasion de le voir sur la chaîne YouTube Inch'Allah. en replay. Voilà, c'est vrai qu'on avait déjà évoqué beaucoup de sujets, hein, par rapport à cette équipe nationale. On allait même passer un peu sur la Hollande, mais puisque Tafa vient de nous rejoindre, Mhm. on va essayer, voilà, de prendre son avis par rapport à ce match-là. Donc, il y a beaucoup de points qu'on a évoqués, hein, avec Elzo. Ouais, Mais voilà, effectivement. en tout cas, ce qui nous marque un peu après ce match-là, c'est que voilà, il y a ce sentiment un peu de désolation parce qu'il y avait la place, pour mieux faire. On a vu Mhm. une équipe, voilà, du Sénégal très bien organisée, voilà, qui a bien joué côté pressing et contre-pressing. Mais Mhm. voilà, le seul bémol, c'était un peu devant, puisqu'on a trouvé que ça manquait un peu de punch, ça Mhm. manquait un peu de percussion et de tranchant, surtout sur le côté droit, avec Crépin qui a connu un match compliqué. Peut-être si on avait
un autre pendant à Ismaël Sarr, peut-être que Mm. le match aurait pu basculer côté Sénégal. Ouais, absolument, je partage cet avis. Euh, je pense que on peut nourrir quelques frustrations, mais en même temps, moi, je reste le plus lucide possible parce que tout simplement, quand tu as une équipe du Sénégal qui avait un jeu clairement basé sur son numéro 10, Sadio Mané, et que le plan B en une semaine, 10 jours. Et c'est même pas ça, parce que c'est le forfait officiellement, c'était il y a quelques jours, c'est moins d'une semaine pour changer de fusil d'épaule. Ça, j'ai toujours cru que ça allait nous poser des problèmes et ça s'est avéré être le cas. Parce que comme vous le dites, hein, on était si proche des Pays-Bas parce que tout simplement, défensivement, on était bien en place, même si on a vu quelques opportunités des Pays-Bas. Aziz, tu l'as d'ailleurs rappelé, ça, c'était souvent sur des situations de contre-attaque pour les Pays-Bas. Ils n'ont jamais eu l'occasion, en fait, de s'exprimer, de montrer le football néerlandais qu'on connaît tous. Parce que tout simplement, il y avait un pressing assez haut quand même de Crépin, de Ismaël Sarr, de Boulaye Dia. On a vu des récupérations hautes du Sénégal, surtout en première période. On a gêné le Berghuis, on a gêné également Frenkie de Jong qui adore, on va dire, poser le jeu, faire des relances courtes et tout. Ils ont été mis en danger, mais on a manqué de qualité, on a manqué de génie, on a manqué de créativité aux avant-postes. Et c'est ça qui me désole parce que au-delà des Pays-Bas, même face au Qatar, si on manque autant de tranchants offensivement, ça ne sert à rien en fait. On peut être solide défensivement, euh, mais si offensivement on n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un peu de génie, à part Ismaël Sarr sur une frappe enveloppée, à part la tentative de centre de Ismaël Sarr interceptée par Nathan Ake, exactement. Hakimi. Ouais. Exactement. C'était une occasion dangereuse où Boulaye Dia aurait dû sentir en fait qu'il devait passer devant son défenseur, devant son Effectivement. vis-à-vis. Mais non, c'est des choses qui arrivent. Boulaye Dia, moi, je l'ai trouvé plutôt entreprenant. Je l'ai pas trouvé bon, mais entreprenant. Il n'a pas été vraiment servi comme il le fallait. Mais vous vous souvenez, il y a eu des opportunités dans la surface des Néerlandais sur des pertes de balles dangereuses de Jong, de l'autre, comment il s'appelle, de Ligt, et également Van Dijk, hein, dans leur propre Ouais. surface. Mais on n'a même pas pu se mettre en situation de frappe. Si vous vous souvenez, une situation dangereuse où Gana Gueye tente une frappe, il est contré une première fois par De Jong. Ensuite, il s'est dit, bon, ils étaient dans la surface, mais il a préféré ressortir. Crépin, ça a été plusieurs fois comme ça. C'est comme s'il se disait, bon, il y a pas, celui qui sait tirer au but n'est pas là. Donc là, on va essayer de... On manquait de spontanéité, même sur les centres. L'autre exemple, c'est Sabali. Sabali a eu des situations, des montées, tout ça, sa générosité, j'adore, mais sa finition, elle pose problème. Il y a des situations où on aurait dû voir, par exemple, des centres en mouvement de Sabali. Ça peut amener du danger. Et on a vu aussi à gauche, avec Abdou Diallo parfois, qui était en position de centre. Mais tu vois, il y avait que deux personnes seulement dans la surface de réparation. Avec une telle posture qui manquait un petit peu on va dire, d'ambition offensive, il y avait aucune chance. Je pense qu'il y avait très peu de chance, en fait, que le Sénégal batte les Pays-Bas au vu de tout ce qu'on vient d'énumérer, au vu de ce que Elzo avait déjà soulevé comme point, au vu de ce que tu as également fait ressentir à travers tes questions, Aziz. Je pense que le meilleur résultat qu'on pouvait avoir aujourd'hui, c'était un match nul. Et on y était à quasiment 10 minutes près. Maintenant, malheureusement, Edouard Mendy confirme un petit peu son état de forme ces dernières semaines du côté de Chelsea. C'est vrai que c'est un cas dont on n'a pas parlé, hein, El Hadj. Le cas, on ne va pas dire qu'il y a un cas, mais quand même, voilà, la performance d'Edouard Mendy. Parce que voilà, le dernier rempart, on s'attend un peu à ce qu'il soit décisif. Et Absolument. on voit que c'est vrai que sur les deux buts, quand même, voilà, notre dernier rempart n'est pas si décisif. Même sur le deuxième but, bon, déjà la première,
On ne va pas dire que c'est tout pour lui, mais en tout cas, il en a une puisqu'il a sa sortie. Et le deuxième but, la manière dont il repousse le ballon, peut-être qu'il pouvait le repousser sur les côtés, mais pas dans l'axe. Voilà, jusqu'à ce que... Ou Voilà, la capter. ou la capter, puisque en fait, le tir ne semble pas voilà, si dangereux que ça, mais il y a quand même beaucoup de... mais il y a beaucoup d'effets quand même. Voilà, cet enroulé du pied gauche là, il y a beaucoup d'effets. Donc peut-être qu'il n'a pas voulu prendre de risque pour la capter, mais il pouvait quand même dégager sur les côtés. C'est vrai que sa performance aussi, voilà, et on ne va pas dire qu'elle a été quelconque, mais en tout cas, il n'est pas décisif sur les deux buts. Bah, c'est vrai qu'Edouard Mendy, il est à l'image de ces dernières semaines avec Chelsea. D'ailleurs, le nouveau coach de Chelsea, Graham Potter, s'il l'a mis sur le banc, je pense que c'est pas pour rien. Voilà, il est à l'image de ses dernières prestations. Et bon, moi, je veux pas trop cracher sur Mendy parce que j'oublie pas ce qu'il a fait aussi par le passé. Il a été décisif pour le Sénégal. Et donc, je pense qu'il est dans une mauvaise période, mais moi, je ne vais pas l'accabler. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau et qu'il va pouvoir aider cette équipe parce que pour atteindre nos objectifs, on aura besoin de tout le monde et notamment d'un gardien qui soit décisif. Après, concernant les erreurs, oui, déjà sur le premier but, quand tu fais une sortie comme ça, il faut que tu sois sûr, faut que tu sois sûr de ton appréciation de la trajectoire parce que ce genre de sortie, si tu loupes la balle, tu sais très bien que ça fait automatiquement but. Et c'est ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que tout n'est pas pour lui, mais il aurait dû juger la trajectoire de la balle beaucoup mieux que ça. Ça me rappelle un peu la sortie de Kadim Ndiaye, Kadim contre le Japon. C'est le même genre de sortie. Effectivement. Ah, C'était pire quand même avec lui, Kadim, c'était pire parce que c'était parce que troué complètement. Ouais. lui, c'est trop, il a boxé son défenseur, qu'il a mis KO par terre et derrière, il y a eu but. Donc, c'est vrai que lui, c'était pire. Et sur le deuxième but, bah, comme vous l'avez dit, hein, franchement, c'est ça, c'est une mauvaise appréciation aussi de, de sa main, quoi, parce qu'il n'a pas eu la main ferme. Normalement, s'il avait la main ferme, pour repousser la balle, elle devait aller sur le côté, pas dans l'axe. Lui, il l'a relancé directement sur le joueur qui a marqué. Et ça nous a porté préjudice. Donc, j'espère que Edouard Mendy il va se relever de tout ça. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas l'accabler. Mais voilà, pour le prochain match, il devra se mettre au niveau obligatoirement parce que voilà, s'il n'est pas au niveau, ça va être compliqué d'aller chercher cette qualification aussi. Justement, en parlant de qualification, on se projette déjà sur le prochain match face au Qatar. Et Tafa a indexé justement un peu, on va dire, le manque de créativité qu'il y a eu devant. Et on a parlé ici d'un joueur comme Iliman Ndiaye. Et donc, on se dit que peut-être ce genre de match-là, c'est des matchs pour lui. Et peut-être que aussi, même dans l'animation et dans la composition d'équipe aussi, il faudra qu'on ait plus d'audace. Est-ce qu'on aura besoin de 3 milieux de terrain? Peut-être pas. Peut-être qu'on peut jouer en 4-4-2 avec voilà, 2 attaquants de pointe. Et, bon, on va pas dire tous devant, mais voilà, on peut avoir une animation beaucoup plus offensive quand même face au Qatar. Connaissant Aliou Cissé, il va continuer à quand même privilégier la sécurité. Il y a de grandes chances qu'on soit à 3 quand même au milieu de terrain. Maintenant, on peut être à 3 au milieu de terrain et être quand même dans une posture offensive, hein, parce que ça dépend des personnes, des pièces en fait qu'on a dans cette composition à 3 au milieu de terrain. Parce qu'on peut avoir Pathé Ciss comme sentinelle et avoir Pape Gueye et Crépin comme relayeur. Ça reste une posture plutôt offensive. Je veux dire, il y aura de la créativité au milieu de terrain. Mais ça, c'est juste mon délire. Hein. Aliou Cissé ne fera jamais une chose pareille. On peut aussi avoir une sentinelle et avoir Pape Matar Sarr au milieu de terrain, avoir Iliman Ndiaye également juste devant. Peut-être ce sera plutôt un 4-2-3, hein, et avoir un attaquant de pointe, avoir Ismaïla Sarr sur un côté, sur le côté droit. Ça pose vraiment problème, ce côté droit du Sénégal. Je ne sais même pas qui mettre là-bas. Je pense qu'on en a discuté une fois et je l'avais dit, je me dis, il va forcément mettre Crépin là-bas. S'il ne met pas Crépin, il va mettre Pape Matar Sarr là-bas.
c'est deux joueurs qui ne rayonnent pas sur ce côté droit, que ce soit en club ou en sélection. Je n'ai aucun souvenir d'un rayonnement de Crépin Diatta sur le côté droit, d'un rayonnement de Pape Matar Sarr sur le côté droit. Ils sont bons dans le cœur du jeu. S'il n'y a pas de place pour eux, qu'ils restent sur le banc. Moi, je pense que c'est la seule chose à faire. Donc, dans cette rencontre-là face au Qatar, on a besoin, pas de points, mais des 3 points. Un match nul, et moi, je vous dis, si on tente d'aller jouer, ce sera même peut-être pas nécessaire pour Le troisième match. l'Équateur. Oui, pour l'Équateur, en fait. Si l'Équateur arrive à accrocher les Pays-Bas ou même à les battre et tout, les Pays-Bas vont s'offrir juste une petite finale face au Qatar pour sortir. Et l'Équateur ne sera pas dans l'obligation, en fait, de gagner ou de faire ne serait-ce qu'un match nul. Parce qu'avec 6 points, et si nous ne gagnons pas face au Qatar, mais bon, vraiment, je pense que même si j'ai pointé du doigt le manque de créativité devant, je pense quand même que ce match-là va offrir un autre visage du Sénégal. Mais ça dépendra aussi de quel compo. Je ne sais pas si c'est prévu dans tes questions, mais pour moi, il faudra des changements d'hommes. Déjà, il y a le forfait. On va dire pas forfait, pas officiellement, mais pour moi, Kouyaté sera forfait. Vu la façon dont il s'est blessé, c'est plus grave selon moi que Pape Abou Cissé. Parce que pour Pape Abou Cissé, je pense que c'est plus... Parce qu'il manque de rythme aussi, Pape Abou Cissé. Il manque de rythme. Ces derniers temps, c'était pas le soleil grec du côté du Pikinois, quoi. Et pour Kouyaté, j'ai l'impression que c'est peut-être même un forfait pour le reste du tournoi parce que quand exactement, avant même de prendre son impulsion, il a le visage complètement meurtri et il a compris ce qu'il avait même à terre. Donc, je pense qu'on va perdre Kouyaté. Je ne suis pas comme qui dirait, voilà, tout comme Liverpool dit, hein, Kouyaté l'a surpris moi aussi, à un degré moins parce que ces derniers temps du côté de Nottingham Forest quand même, il était plutôt bon, hein, C'est vrai. mais ça n'a jamais été mon numéro un dans les choix. Moi, j'ai toujours cru qu'il resterait sur le banc des joueurs comme Pape Gueye. Je lui préfère des joueurs comme Pathé Ciss, même si c'est pas le même registre. Je lui préfère des joueurs comme Crépin dans son registre à lui. Cap Crépin, je préfère. Et même Pape Matar Sarr, je préfère devant. Parce que je sais que cette équipe du Sénégal, là, sans Sadio Mané, a besoin d'un milieu créatif. Et ça, je pense que Elzo l'a rappelé. Pour moi, le mot d'ordre, c'est gagner face au Qatar. Et tout passe aussi par un soutien beaucoup plus important pour Ismaïla Sarr, qui, quand il a le ballon, il fait vaciller n'importe quelle défense. Et c'est pas cette défense du Qatar, même si elle est à 5, qui va l'empêcher, en fait, de jouer. Donc, pour moi, il faudrait des solutions de passe pour lui. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, hein, sur beaucoup de situations, il a le ballon, mais il n'arrive pas à servir qui que ce soit parce que tout le monde est à l'arrêt et il n'y a pas de projection, pas de, comment on appelle ça, dépassement de fonction de joueurs. Sur de rares opportunités, on a pu voir Ghana être en dépassement de fonction. Ça lui a d'ailleurs offert peut-être l'une des rares opportunités du Sénégal dans cette partie-là. Donc, il faut être plus ambitieux dans la compo, il faut être plus ambitieux également dans l'animation face au Qatar. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ton analyse, hein. De toute façon, Aliou Cissé, il n'a plus le choix. Il sait qu'il doit aller chercher une victoire. Et s'il continue avec ce milieu de terrain, même si on sait que Kouyaté est forfait, bah, ça va être compliqué pour aller chercher la victoire. Et moi, j'opterais pour un Pathé Ciss, un Pape Matar Sarr et un Pape Gueye au milieu. Parce que, comme tu l'as dit et comme je l'avais dit aussi, les attaquants, ils ont besoin d'être alimentés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pointe le manque de réalisme de l'attaque. Mais il faut savoir aussi que si on a bien analysé le match, il n'y a pas d'attaquant qui s'est vraiment retrouvé en situation de marquer ou il y a une action construite. Parce que justement, dans le milieu de terrain qu'il a aligné, on sait tous, d'ailleurs, Tafa, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on l'a dit à maintes reprises par le passé qu'on faisait des lives, Mhm. que c'est un milieu de terrain qui, si tu leur dis
de rester dans leur registre, c'est-à-dire faire du marquage à la culotte et avoir de l'impact physique, ça, il n'y a aucun problème. Mais dans le football, Effectivement. il y a autre chose Ouais. que ça. Si tu veux aller gagner un match, il faut quand même un minimum de créativité et un minimum aussi de De, qualité technique et de prise pour de pouvoir, risque. voilà, de prise de risque pour pouvoir alimenter ton attaque. Si ton attaque, tu la laisses livrer à elle-même, bah, ça donne le match qu'il y a aujourd'hui. Moi, j'avais l'impression que le Sénégal pouvait jouer jusqu'à demain. Ils n'allaient Sans jamais réussir marquer. à marquer. Absolument. C'est l'impression que j'ai eue, moi. D'accord. Maintenant, on va évoquer le troisième adversaire du Sénégal. Ce sera lors de la troisième journée. Tafa l'a un peu évoqué hein, et a un peu anticipé dessus. Il faudra certainement beaucoup faire attention à Ener Valencia. Bon, on a vu qu'il est sorti sur. Bien sûr. Voilà, il a ressenti une gêne. Bon, on ne sait pas si c'est trop grave. Mais en tout cas, il a fait le boulot avant de sortir. Et il reste sur, je crois, sur 5 buts en Coupe du Monde, puisqu'en 2018, il avait déjà marqué 3 buts. Et même là, en Turquie, en Fenerbahçe aussi, voilà, il est en pleine bourre. Je crois qu'il est à 15 buts dans la première partie de saison. Donc, on sait l'attaquant qu'il faudra vraiment surveiller lors de ce troisième match-là. Et comme Tafa le dit, ce match-là, ce sera certainement la finale de la poule A. Parce que voilà, même si l'Équateur n'arrive pas à avoir un résultat face aux Pays-Bas, ils seront gonflés à bloc face au Sénégal. Donc ce match-là sera très, très important. Absolument, tout à fait. Avant de répondre à ta question, j'ai aperçu quand même un de mes mentors à la BBC, Yoram Mangara, qui est aujourd'hui à New World TV. Donc, s'il est dispo, je pense qu'il est actuellement au Qatar, s'il est dispo, ne serait-ce que pour la fin de l'émission, on le fait monter. Yoro, je sais que tu m'entends, je sais que tu vas essayer de t'échapper, mais si on peut t'avoir, ne serait-ce que pour la fin du live. Mais vraiment, cette équipe d'Équateur, comme le dit Liverpoolien, qui est très assidu, je pense que on va essayer de le faire monter aussi pour d'autres lives, Inch'Allah. Mais c'est clair que cette équipe d'Équateur, au-delà du fait que le Qatar n'était pas au niveau euh, hier dans le match d'ouverture, mais je pense quand même que c'est une équipe qui a beaucoup de certitude. C'est une équipe qui est plutôt séduisante, hein, surtout au milieu de terrain, avec sa paire de double pivot amenée par surtout Moises Caicedo de Brighton. J'ai apprécié le style de jeu, toujours très posé. Ils ont également deux flèches hein, sur les côtés avec Romario Ibarra et surtout Gonzalo Plata, le petit gaucher. Et Ener Valencia, il est increvable. Hein. Ça gêne là. De toute façon, le sélectionneur de l'Équateur a dit, même si il est sur une jambe, je le fais jouer. Donc, c'est le premier nom qu'il coche. Donc, faut s'attendre. Et puis, c'est un vrai guerrier. Il a quand même traversé le temps hein, depuis son époque du côté de West Ham. Maintenant, il se retrouve en Turquie. Il est en pleine bourre en ce moment. Et hier, c'était un triplé pour lui. On est tous d'accord. Hein. Jusqu'à présent, je pense que personne ne nous a apporté la preuve C'est difficile d'expliquer comment il y a hors-jeu sur le premier but. Mais C'est très difficile. c'est la faute de la Real. Ils Ouais, n'ont pas bon. su trouver le bon angle pour nous expliquer qu'il y avait hors-jeu. C'est la faute surtout de l'arbitre VAR qui a inventé ça. Parce que quand il montre le révélateur avec le gars avec les genoux qui dépassent, c'était pas sur l'action de départ, c'était plus après que le gardien C'est ça. qatari ait boxé le ballon. Donc là, Voilà. S'il y a vraiment, hors-jeu, de toute façon, c'est à partir du moment où le gardien voilà, vient pour exact, faire cette intervention-là. Mais exactement. Donc vraiment, ils je n'ont pas pense que fait le bon angle. absolument, je pense qu'on va pas accabler davantage ces arbitres-là. Pierre-Luigi Collina s'en chargera vraiment pour faire la lumière sur cette action-là, parce que quand même, quand les arbitres sur le terrain ne font pas d'erreur et que celui qui était chargé de les assister prend une décision, parce que l'arbitre central n'a jamais été consulté
sur cette action-là. On lui a imposé cette décision-là. On lui a dit oui, il y avait hors-jeu, donc ça passe. Donc, pour moi, bon, c'était juste une parenthèse. En tout cas, pour revenir à ta question, je pense que ça va être une finale quand même, d'aller défier l'Équateur, en espérant qu'ils gagnent face aux Pays-Bas et qu'ils viennent plus relâchés et que nous aussi, je sais même pas si c'est la bonne chose à faire. S'ils gagnent face aux Pays-Bas, ils seront à 6 points. Les Pays-Bas vont sans doute s'imposer face au Qatar pour le troisième et dernier match. Et nous, on aura besoin de battre l'Équateur, mais L'Équateur. avec une certaine marge, parce que nous, on vient de perdre avec 2 buts d'écart. L'Équateur a gagné avec 2 buts d'écart. Les Pays-Bas ont gagné avec 2 buts d'écart. Peut-être faudra que nous aussi, quand on va gagner face au Qatar, qu'on gagne avec beaucoup plus que 2 buts d'écart pour qu'on ne soit pas obligé, en fait, de battre l'Équateur par 2 buts d'écart. Parce que tout simplement, je pense qu'il n'y aura pas 2 buts d'écart entre nous et l'Équateur, d'après ce que j'ai pu voir, d'après notre manque, en fait, de créativité offensive et après les certitudes de l'Équateur. Et peut-être que eux, ils vont jouer ce match-là avec l'obligation aussi, peut-être, de gagner ou de faire match nul. D'accord. Elhaj, avant que tu t'exprimes sur le Qatar, je voudrais un peu saisir la balle au rebond hein, par rapport à Tafa qui a un peu parlé de l'arbitrage. Peut-être la bonne nouvelle qu'on a pour cette Coupe du Monde, en tout cas pour ce début de Coupe du Monde, c'est qu'on a fait un constat et c'est certainement des consignes. C'est qu'il y a beaucoup de temps d'arrêt de jeu. Mm. Aujourd'hui même, voilà, sur le premier match entre l'Angleterre et l'Iran, en première mi-temps, il y a 14 minutes de temps de jeu. Même nous, notre match, il y a eu 8 minutes de temps additionnel à la fin du temps réglementaire. Le match entre États-Unis et Pays de Galles aussi, je crois que j'ai vu quelque chose comme 9 minutes d'arrêt 9 de jeu. minutes, il y a eu. Voilà. Donc ça c'est des consignes, quoi. C'est-à-dire Mm. les équipes sont là à chaque fois à perdre le temps et tout ça. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle, quoi. Parce que quand même, c'est un constat qu'on a fait dans le football. C'est-à-dire on a l'impression que le temps se rétrécit à chaque fois, puisqu'il y a des blessures. Avec la VAR aussi, l'intervention de la VAR, à chaque fois aussi, s'il y a but, s'il y a penalty ou pas. Ce sont des minutes, en fait, voilà, ce sont des minutes qui sont consommées, mais sans jeu, quoi. Et on a l'impression à chaque fois que, voilà, le temps se rétrécit. Donc, c'est bien de voir ça quand même. Par exemple, 15 minutes de temps additionnel, c'est presque, voilà, Ouais. c'est un tiers de 45 minutes. Donc, au moins, c'est quelque chose, quoi. Ah, moi, je dis ça dépend où on se place. Si c'est ton équipe qui mène 1-0 et qui a 15 minutes de temps additionnel, Non, on se place dans le cadre du jeu. On est dans le cadre Ouais. du jeu. Ouais, non, mais là, je te réponds en tant que supporter des Lions. Si des Lions gagnent 1-0 et qu'il y a 15 minutes de temps additionnel, moi, je sais que je vais pas être tranquille. Après, si on parle globalement par rapport au jeu, c'est vrai qu'avec les arrêts que tu viens de citer, c'est pas plus mal pour le spectacle aussi qu'il y ait des arrêts de jeu parce que des fois, dans les arrêts de jeu, bah, il y a du spectacle. Hein. On voit beaucoup de buts des fois dans les arrêts de jeu. Donc, par rapport au spectacle, c'est une bonne chose aussi. Voilà, tu peux t'exprimer sur l'Équateur. Voilà, ce troisième Voilà. match-là, on se projette déjà sur ce troisième match-là. Bah, moi, de toute façon, dès le tirage au sort, moi, c'est ce match-là que j'ai coaché en premier parce que voilà, beaucoup sous-estiment cette équipe, mais c'est une équipe qui est en constante progression. Et dans la zone sud, elle pose pas mal de problèmes à des équipes comme le Brésil, comme l'Argentine. Donc, c'est pas une équipe à sous-estimer. Et faut voir, c'est une équipe aussi physiquement qui est au top, hein, qui est au top physiquement, qui est très au point. Et ils ont aussi des joueurs rapides sur les ailes qui peuvent poser des problèmes à nos latéraux. Donc, il va falloir prendre cette équipe très au sérieux. Et ils ont un Ener Valencia, comme vous l'avez souligné, qui est en feu cette saison et qui est vraiment l'arme principale de cette équipe. Après, pour nous, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà contre le Qatar. Et si on peut soigner le goal average, parce que je pense que cette qualification va se jouer à très peu de choses. Lors de la Coupe du Monde 2018, on a raté la qualification par rapport au nombre de cartons jaunes. Là, ça peut être par rapport au nombre de buts marqués ou encaissés. Donc, je pense que contre le Qatar, il va falloir essayer de scorer le plus possible pour pouvoir se retrouver au troisième match avec beaucoup plus de confiance et gagner ce match et espérer passer les poules.
D'accord. On va terminer ce live par les résultats du groupe B, où on a vu quand même voilà, l'Angleterre se balader complètement face à l'Iran avec un bon Jude Bellingham. Bon, j'ai même déjà été surpris hein, que Southgate le titularise parce que c'est un choix vraiment que j'attendais et là, il a eu du cran parce que c'est un jeune qui est très prometteur et en tout cas, il a fait un excellent match aujourd'hui avec aussi Bukayo Saka. Et dans l'autre résultat, les États-Unis et le pays de Galles ont fait match nul un but partout. Il y a le fils de Wea qui a marqué hein, pour les Tim- États-Unis. Timothy, ouais. Moitié. Effectivement. Ah non, c'est le résultat de l'Angleterre quand même me surprend parce que cette équipe d'Iran, coachée par une vieille connaissance, je pense, du Sénégal, Qui avait fait match Carlos, nul contre le Sénégal justement en match amical. Carlos Queiroz, effectivement, qui était sur le banc de l'Égypte il n'y a pas si longtemps et que tu as bien fait de rappeler, qui a fait match nul face au Sénégal, je pense que c'était au mois de septembre dernier, un but partout. Euh, c'est un résultat qui me surprend avec donc, cette équipe d'Angleterre qui était vraiment très entreprenante. Avec Southgate, on se régale pas souvent, vraiment. Mais déjà, on a vu de l'audace de sa part. Cette titularisation de Jude Bellingham en est la parfaite illustration, d'ailleurs. Euh, Bukayo Saka, c'est au vu de cette De de la ce début saison. de saison, ouais, avec Arsenal, c'est clair, sa titularisation ne souffre, on va dire, d'aucune surprise, hein. Même si Mason Mount aussi, bon, il était en ballottage, il y a pas mal de bons joueurs à son poste. Maintenant, il y a des incontournables, hein, des Declan Rice qui sont, il y a même, on peut même être surpris par la bonne tenue d'Harry Maguire qui est la risée en fait des J'ai supporters. même pris par sa titularisation. En tout cas, il a plutôt été bon, même si je pense que l'Iran a manqué de créativité offensivement. Mais pour moi, la bonne surprise, c'est quand même Jude Bellingham qui est en train de prendre beaucoup d'épaisseur dans son jeu. C'est un jeune joueur, oui, mais qui n'a pas froid aux yeux. On l'a vu brillant en Ligue des Champions, même face à Manchester City. Et puis devant, Harry Kane a été en mode distributeur avec 2 passes décisives, même s'il n'a pas marqué. Je suis content également pour, on va dire, le rétablissement dans la hiérarchie des attaquants de Rashford qui est rentré et qui a marqué. On se souvient qu'il a quitté cette sélection quand même sur un penalty raté en finale de l'Euro et depuis, c'est pas l'amour fou avec les supporters anglais, surtout certains idiots sur les réseaux sociaux qui ont un peu été odieux sur le plan, on va dire, avec des insultes racistes. Donc, je suis content pour lui, je suis content pour l'Angleterre. En ce qui concerne le résultat des États-Unis face au Pays de Galles, on pouvait s'y attendre quand même. Cette poule-là, elle est vraiment so British. Parce que même l'Iran, on connaît l'histoire entre l'Iran et l'Empire colonial britannique. Donc, on va dire toutes les colonies britanniques se sont réunies avec les États-Unis aussi. C'est une histoire avec l'Angleterre, les Pays de Galles, c'est la Grande-Bretagne. Donc, c'est une poule so british où le colon est en train de dominer en tout cas les débats, on va dire. Après, bon, pour l'Angleterre aussi, on attend toujours si ça va revenir à la maison. Yeah, football is coming home. Normalement, c'est pas pour cette année, hein. Ils étaient plus proches en 2018. Moi, je les ai trouvés meilleurs en 2018. On rappelle que l'Angleterre, il n'y a pas si longtemps, ils sont redescendus en Ligue B, hein. Ils sont en Ligue B en ce moment. Donc, c'est clair, pour moi, ils font même pas partie des favoris. Peut-être que aussi, c'est la bonne posture pour eux. Maintenant, ce 6-2 là, c'est comme une alerte à tout le monde pour leur dire on a faim et on veut la ramener à la maison. Ouais, je pense que moi aussi, bon, je m'attendais à une victoire de l'Angleterre parce que ils sont au-dessus de l'Iran, mais je pensais pas une victoire nette comme ça. Mm, Moi, j'avais pronostiqué 2-0, ça a fini à 6-2. mm. Après, quand j'ai vu la composition d'équipe du coach, j'ai vu
j'ai vu une équipe entreprenante, j'ai vu des joueurs déjà qui sont en forme dans leur club et dans le championnat. Alors je me suis dit, si ça prend, ça va faire mal. Et je ne me suis pas trompé parce que dès les débuts de match, dès la première mi-temps, ils ont fait la différence. À la deuxième mi-temps aussi, ils ont poussé pour marquer. Et je pense qu'il va falloir compter avec cette équipe. Après, le paradoxe avec les Anglais, c'est que, comme on dit, à chaque fois qu'on les attend, ils ne sont pas là. Mais comme Stafa l'a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, ils ne sont pas dans les favoris. La posture qu'ils occupent actuellement, je pense que c'est la meilleure posture qu'il y a pour eux pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Mais ils ont des joueurs de qualité partout, hein, les Bukayo Saka, les Bellingham, Harry Kane devant. Franchement, c'est Mason Mount et tout. Ils ont vraiment un effectif de qualité et ils peuvent aller très très loin dans cette compétition s'ils continuent sur cette lancée. Après, moi, je me méfie aussi beaucoup des équipes qui démarrent fort comme ça. Parce qu'en général, les équipes qui démarrent fort comme ça, ils vont jamais loin. Mais les équipes qui démarrent, on va dire, un peu timidement, mais qui arrivent quand même à gagner malgré qu'ils ne sont pas à 100%, pour moi, c'est des équipes qui montent en puissance au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent et que les tours s'enchaînent. Et c'est eux qui vont loin le plus généralement. En tout cas, ce que tu dis là me fait rappeler un peu l'Italie, parce que c'est une spécialité voilà, de ce cas de figure-là. Surtout en 2006. Voilà, on a vu en 2006. Ils Mais, démarrent timidement. Voilà. En fait, chez eux, les problèmes commencent même avant même le début de la compétition. Et on se dit que voilà, cette année, l'Italie ne va rien faire, mais c'est là qu'ils sont dangereux. C'est culturel. Effectivement. absolument. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup pour ce live. Je crois que le débat a été très enrichissant. On a essayé un peu, voilà, de survoler les premiers matchs et de revenir très amplement sur le match du Sénégal en espérant que, bien sûr, les Lions vont se ressaisir face au Qatar et à l'Équateur. Toutes nos excuses aussi aux internautes, déjà par rapport au retard du démarrage, mais aussi par rapport à l'absence de Pablo Mendour. Voilà, comme on l'a dit en début d'enregistrement, voilà, il est un peu pris. Voilà, par le travail. Il est envoyé spécial et c'est très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. Et il y a 3 heures aussi de décalage. Ça, absolument. Et Doha, donc c'est pas évident. Mais on essaiera de l'accrocher lors des prochains lives. Voilà, on essaiera tout au long de cette Coupe du Monde-là, voilà, d'organiser des débats, non seulement par rapport au Sénégal, mais aussi par rapport voilà, aux autres sélections. Donc, on aura certainement le temps de l'avoir. Grand Yoram Mangara aussi, voilà, s'il est disponible aussi pour une soirée spéciale avec lui aussi, voilà. Absolument. Merci beaucoup à vous. Je voulais souligner quelque chose. Si le Sénégal ne gagne pas contre le Qatar, c'est pas la peine de jouer le 3e match contre l'Équateur. On peut rentrer à Dakar directement. Ça sert à rien. On va à l'hôtel, on prend nos valises, on rentre. C'est pas la peine. C'est une bonne façon de motiver les gars. Merci beaucoup, les gars. Merci à tous et bonne soirée, bonne nuit plutôt. Ok, passez une bonne soirée et puis à la prochaine, les gars. Inch'Allah.